Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Industrie pharmaceutique, le groupe tunisien de fabrication de médicaments Médis s'implante au Sénégal. Il est surtout spécialisé dans la production de génériques et offre un catalogue étoffé. En matière d'hygiène, Dakar peut mieux faire dans plusieurs maisons et rues. Le cadre de vie n'est pas des meilleurs du fait des ordures ça et là. La série consacrée à la question pose le problème dans ce journal. Dans cette édition également, immersion au cœur des fabriques artisanales du Cayor, des ateliers de vannerie, de ferronnerie ou encore de cordonnerie. De Kanen Diop et Kabdou nous étalent tout leur savoir-faire tiré du riche passé de production artisanale de ces localités. C'est le sujet de la rubrique Atelier et comptoir. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Rencontre des leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar. Cet après-midi, le président Macky Sall a saisi cette occasion pour saluer les performances économiques réalisées par notre pays en 5 ans et confirmées par la Banque mondiale, le FMI et les agences de notation internationale. Le président de la coalition Benno Bokk Yakaar précise par ailleurs qu'il n'y a pas d'ingérence de l'État dans le fonctionnement de la justice. Nous écoutons le président Macky Sall au micro de Pape Biram Ndiaye. Cet après-midi, nous devrions pouvoir rassurer, conforter l'image de Benno Bokk Yakaar, qui est la coalition la plus solide et celle qui a eu la plus grande longévité dans l'histoire politique de notre pays et qui a encore de grandes perspectives devant elle, notamment et entre autres la matérialisation du plan Sénégal émergent au service exclusif des intérêts des populations. Les dossiers judiciaires brandis par l'opposition pour s'attaquer au président de la République et au gouvernement doivent être appréhendés sous un double angle. D'une part, le respect du principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le judiciaire. Quelques exemples suffisent à montrer que l'indépendance de la magistrature au Sénégal n'est pas une chimère. Très souvent, le gouvernement lui-même fait des recours jusqu'à la Cour suprême pour faire d'abord des appels contre des décisions en première instance. Parfois même, l'État perd en appel et est obligé d'aller jusqu'à la cassation. Alors, donc, il est facile, lorsque on se situe dans une mauvaise passe, d'accuser le président de la République ou le gouvernement de faire de l'ingérence dans le fonctionnement de la justice. Je dois vous informer que depuis plus de 25 ans, toutes les réformes qui concernaient l'indépendance de la magistrature, l'amélioration des conditions de travail et de vie des magistrats, depuis 25 ans, n'a pas connu d'évolution. C'est avec nous que l'ensemble des textes qui organisent le Conseil supérieur de la magistrature, qui organisent le statut des magistrats, le statut de la Cour suprême, la loi organique sur la Cour suprême, la loi organique également sur la Cour des comptes, autant de dossiers qui ont pu être débloqués, donnant aujourd'hui à la magistrature une plus grande liberté, surtout en ce qui concerne la matière disciplinaire où l'exécutif, même si le président est le président du Conseil supérieur de la magistrature, et que le garde des Sceaux en assure la vice-présidence, ces deux autorités ne participent nullement dans les processus internes et d'évaluation positive et de sanction des magistrats. Ça, c'est irréfutable. J'avais dit qu'il fallait appréhender ces questions sous le double angle du respect du principe de la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le judiciaire, et aussi, deuxième aspect, le devoir de réserve sur des dossiers judiciaires en cours d'instruction. Car seuls les juges ont compétence à dire qui est coupable, qui ne l'est pas. Il n'appartient ni au président de la République,
ni au gouvernement, ni à l'opposition, ni à qui que ce soit, dans une république, de décider de la culpabilité ou non d'un citoyen dans quelque dossier que ce soit. La coalition Benno Bokk Yakaar va présenter une liste unique donc aux prochaines élections législatives et aucune autre liste parallèle ne sera tolérée. L'annonce est du président Macky Sall, qui estime par ailleurs que la démocratie au Sénégal se porte bien et annonce que le nouveau code de la presse sera soumis au vote des députés dans les tout prochains jours. Le président Macky Sall, président de la coalition Benno Bokk Yakaar, s'est également prononcé sur l'état de la dette au Sénégal. Nous le retrouvons au micro de Pape Biram Ndiaye. Discipline qu'exige le moment, la nécessité de s'oublier un peu au profit du collectif. Partager la stratégie électorale envisagée tant pour le scrutin majoritaire que pour le scrutin proportionnel autour d'une liste commune, ne tolérant aucune liste parallèle issue de nos rangs. Je pense que cela doit être dit avec force. Autant pour les locales, nous avions pris la décision de laisser les gens, s'ils n'étaient pas d'accord, chacun de présenter sa liste, puisque les enjeux étaient locaux. Il ne faut pas confondre donc les enjeux d'une élection législative aux enjeux d'une élection locale. Ça n'a rien à voir. Donc, autant on a laissé faire, même au sein des partis, la diversité, la pluralité des listes, autant ici, il s'agira de tout mettre en œuvre pour avoir une seule et même liste Benno Bokk Yakaar. C'est extrêmement important. Vous avez constaté que l'opposition évite le débat sur le bilan. Il nous parle de dictature. Au Sénégal, il y aurait une dictature. Il nous parle de menaces sur la démocratie. Et pourtant, on ne verra jamais un seul détenu d'opinion dans ce pays. Ça n'existe pas depuis que nous sommes au pouvoir. Pas un journaliste n'a été arrêté, mis en prison pour un article de presse ou un délit d'opinion. Et pourtant, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de violation sur les règles de déontologie. Mais c'est notre option fondamentale. Et nous allons sortir bientôt le code de la presse, le nouveau code de la presse, après une longue période de gestation, une longue période également de concertation. Ce projet devrait passer la semaine prochaine en principe, repasser en Conseil des ministres, puisque le projet était déjà à l'Assemblée nationale et c'était les députés, et dans leur indépendance et leur pouvoir qui avaient rejeté. Déjà, c'était même pas cette législature, c'est la précédente. Donc nous avions décidé de reprendre le projet, nous l'avions retiré de l'Assemblée. Nous avons refait les concertations avec les acteurs de la presse, de l'audiovisuel. Aujourd'hui, je pense que le texte est mature pour repasser en Conseil des ministres et nous allons le renvoyer à l'Assemblée nationale en demandant à notre majorité de bien vouloir voter ce nouveau code de la presse. On nous parle de la dette avec tant de fanfaronnades. Mais la dette, lorsqu'elle est utilisée à bon escient, lorsqu'elle sert à investir dans l'infrastructure de production et de développement, c'est une bonne dette. C'est une dette qu'il faut encourager. Aucun pays du monde ne peut se développer sans s'endetter. Mais lorsqu'on met des milliards pour un festival de danse ou de musique et que les milliards s'évaporent dès que les lampions sont éteints, oui, cette dette pose problème. Nous ne nous sommes pas endettés pour le train de vie de l'État. Nous nous sommes endettés pour donner de l'eau aux populations qui ont soif partout dans le Sénégal. Nous nous sommes endettés pour mettre des routes, des pistes et des autoroutes, pour assurer une bonne fluidité de la circulation et donc éviter ces manques à gagner qui étaient chiffrés rien que pour la région de Dakar à près de 100 milliards de francs CFA par an du fait des embouteillages. Nous nous sommes endettés pour construire des universités. Nous nous sommes endettés pour réduire définitivement
éliminer les abris provisoires et les remplacer par des classes en dur. 6 000 classes seront construites d'ici 18 mois pour éradiquer les abris provisoires sur l'ensemble du territoire national. Donc voilà. Et nous respectons les critères de l'UEMOA que nous nous sommes fixés. Le Sénégal n'a pas violé un seul principe sur ces critères de convergence. Donc notre économie, en vérité, se porte bien, malgré les défis. Le renchérissement du dollar, la montée, ça reprend le prix du baril. Ça a été bas à un moment donné, le baril a repris. De la hauteur, le dollar a repris. Et malgré tout cela, nous venons de procéder à une baisse du prix de l'électricité. Alors qu'il y a 5 ans, nous avons tous assisté ici aux émeutes de l'électricité. Le Khouy Kamak, comme on disait. Je pense que même s'il y a un peu de Khouy, il n'y a pas de Kamak quand même tout le temps. Donc nous avons vraiment fait des progrès et les gens pourraient revenir. Surtout, le bilan serait très long à développer ici et dans tous les secteurs. Il ne s'agit pas d'ailleurs du but de notre exercice. Le but, c'est juste de montrer que les fanfaronnades de l'opposition ne sauraient nous dévier de notre trajectoire. Nous restons avec le président Macky Sall qui a présenté ses condoléances cet après-midi à Samuel Sarr qui a perdu sa mère il y a quelques jours. L'occasion a été saisie par le chef de l'État pour lancer un appel au PDS pour participer à l'œuvre de construction nationale. Dans la foulée, le président Macky Sall s'est rendu aux HLM et à la Médina pour exprimer sa compassion aux familles de Ababacar Dieng et Cheikh Djibril Mbaye, 2 autres compagnons décédés récemment. Oumar Nying, compte rendu. Chez Samuel Sarr, le président Macky Sall vient en tant qu'ami et frère. Avec son épouse, ses proches, ses camarades de parti, l'ancien ministre d'État reçoit donc le président de la République. Comme il est d'usage, la douloureuse circonstance a été l'occasion pour le chef de l'État de rappeler ce qui le lie à Samuel Sarr, une relation d'une vingtaine d'années. Compagnonnage de lutte d'abord, puis collaborateur dans le gouvernement qu'il a dirigé sous le régime libéral. En dépit des vicissitudes de la vie politique, ces relations ont toujours gardé leur dimension humaine. Devant l'assistance, le président Macky Sall a loué le patriotisme de Samuel Sarr et ses qualités de médiateur dans les rapports difficiles avec notamment le Parti démocratique sénégalais. Dans la foulée, le président Macky Sall a lancé un appel à ses ex-camarades de parti qu'il retrouve avec beaucoup de fierté et de joie. Appel pour participer à l'œuvre de construction nationale qui d'ailleurs ne les empêche pas de mener leur combat dans le cadre de la République. C'est très important. Le PDS ne peut pas être un parti que je déteste. Pour y avoir consacré 19 ans de ma vie militante. Pas possible. Nous avons fait un combat républicain. Tant que c'est un combat républicain et démocratique, on a un problème. Le président Sall a donné une grande leçon pour reprendre les termes d'El Hadj Mansour Mbaye qui a magnifié son geste. Auparavant, le doyen des communicateurs traditionnels est revenu sur les relations entre les 2 hommes en rappelant la présence de la première dame dès les premiers instants de l'annonce du décès de la mère de Samuel Sarr. Présence et assistance que Cheikh Tidiane Sy a confirmé. Au nom de Samuel Sarr, l'ancien ministre d'État a remercié le président Macky Sall. Il s'est aussi réjoui de l'appel que le président Sall a formulé à l'endroit de la famille libérale. Avant de prier pour le repos de l'âme de la disparue, Serigne Saliou Abdoulahad a délivré le message de remerciement de Serigne Cheikh Saliou Mbacké au président Macky Sall. Remerciement pour cette marque de considération à Samuel Sarr que son père, feu Serigne Saliou Mbacké, considérait comme son fils. Après les Almadies, le président Macky Sall s'est rendu aux HLM.
Ici, il vient compatir à la douleur qui frappe la famille de Ababakar Dian. Devant son épouse et ses proches, il a salué la bravoure de ses compagnons qui travaillaient sans relâche pour la réélection du président de la République. En présentant ses condoléances, le chef de l'État a rassuré la famille quant à l'assistance aux enfants et épouses du défunt, ce que le porte-parole Mohamed Gaye a vivement apprécié. Les remerciements qu'il adresse au président de la République seront suivis des prières de l'imam Babacar Ndaw pour qu'Allah accueille le défunt au paradis. Médina a été la dernière étape. Avec sa délégation, le président Macky Sall a présenté ses condoléances à la famille de notre compagnon. Il s'agit de Cheikh Djibril Mbaye, secrétaire général de PAS et soutien du président de la République. Il a salué son engagement en présence de sa famille, ses proches, responsables et autres populations de Médina. Moussa Ndoye, ami du défunt, a magnifié le geste du président Macky Sall qui a tenu à partager leur douleur. Après ces remerciements, Serigne Modou Mbaké Ibn Serigne Fallou a prié pour qu'Allah accueille Cheikh Djibril Mbaye au paradis. Amen, c'était donc hier après-midi cette série de condoléances présentée par le chef de l'État. Santé, je le disais en titre, le groupe tunisien de fabrication de médicaments Médis s'implante au Sénégal. Il reprend les actifs du français Sanofi à travers l'une de ses filiales. Leader dans la production de génériques en Tunisie, le groupe Médis veut faire du site de Dakar un point d'entrée sur le marché de l'Afrique subsaharienne. Le Sénégal, qui importe pas moins de 85% de ses besoins en médicaments, devrait tirer un grand profit du large catalogue offert par les repreneurs Omar Diaw. Pour comprendre et apprécier à sa juste valeur l'arrivée d'un groupe pharmaceutique étranger dans le but de produire des médicaments sur place, il faut d'abord s'interroger sur l'origine des produits que nous consommons. Notre pays importe 85 à 90% de ses besoins. Ce que nous voulons, c'est que les médicaments que nous utilisons soient produits même au Sénégal. Entre 10 et 15% des médicaments vendus au Sénégal sortent des quelques unités industrielles installées ici. En fait, les Tunisiens ne viennent pas sur un terrain vierge, ils reprennent Sanofi Aventis qui s'en va. Un tournant important dans l'évolution de notre société devenue Médis à partir de ce jour, événement que nous célébrons. Que d'évolution depuis la CIPOA des années 70. CIPOA à sa création, Ron Poulenc après qu'il soit entré dans son capital pour devenir actionnaire majoritaire, Aventis Pharma en 1999, Sanofi Aventis en 2004 et Médis aujourd'hui. Le relais est désormais entre les mains de Médis. Premier groupe pharmaceutique tunisien qui ambitionne de se développer activement en Afrique subsaharienne. Dakar est une porte d'entrée vers le reste de l'Afrique noire et le Sénégal a une expertise à revendre. Nous démarrons cette nouvelle phase d'activité de la société avec des employés bien formés et qui maîtrisent bien les normes de bonne pratique de fabrication des médicaments. De nombreuses similitudes entre la Tunisie et le Sénégal ont été mises en évidence et il est clair que les deux pays peuvent établir des partenariats mutuellement profitables. Nos deux pays non seulement vont coopérer comme c'est le cas aujourd'hui, mais il existe encore de très nombreuses opportunités de développer ensemble des projets sud-sud entre le Sénégal et la Tunisie. La gamme thérapeutique de Sanofi était essentiellement composée d'antalgiques, d'anti-inflammatoires et d'antipaludéens. Les repreneurs promettent un catalogue plus élargi et accessible. Ils vont garder l'ensemble du personnel. Un passage de témoins réussi, reste maintenant la course. Mission réussie pour les exportateurs de la mangue sénégalaise au Maroc. Pendant une semaine, ils ont rencontré tous les acteurs de l'exportation au Maroc, le commerce extérieur, le port, la douane et les autorités en charge du contrôle phytosanitaire, ce qui leur a permis d'aborder toutes leurs préoccupations avec la partie marocaine. Hamidou Diop. Une mangue sur 3 consommée au Maroc est sénégalaise. L'objectif des exportateurs accompagnés par le projet de l'amélioration de la compétitivité de la mangue sénégalaise est d'être leader sur le marché. Cette visite a permis aux acteurs de rencontrer
ceux du commerce extérieur, de la douane, du port de Casablanca, entre autres acteurs. Il y a une forte demande en mangue, en particulier de la mangue sénégalaise qui est très appréciée. Nous avons la logistique qui est là. Nous avons une meilleure connaissance des réglementations douanières et des accords préférentiels qui lient nos deux pays. Nous avons également noué des contacts avec des importateurs potentiels, tant au niveau de la mangue fraîche que de la mangue transformée. Et nous avons également bonne connaissance maintenant des quelques préoccupations qu'il faudrait essayer de résoudre. Les difficultés liées à l'exportation ont pour nom les transactions financières et l'inclusion des produits de transformation dans les tarifs préférentiels. Sur toutes ces questions, les autorités diplomatiques rassurent. J'ai l'habitude de dire que ce que nous n'obtenons pas du Maroc, c'est ce qu'on n'aura pas demandé. Malgré les difficultés liées au fait que nous appartenons à une zone commune, à une zone monétaire, l'UEMOA, le Maroc accepte beaucoup de nos produits, voilà, dans le cadre d'une décision, voilà, de l'accord préférentiel qu'ils ont pris pour les pays les moins avancés. Après une semaine de rencontres et de discussions, les exportateurs sont satisfaits de cette mission. Nos autorités ici ont donné une grosse disponibilité pour nous accompagner dans la prochaine commission mixte de bien poser toutes ces questions pour les intégrer. Et nous avons senti et apprécié une grosse ouverture des autorités et même du secteur privé, en tout cas des Marocains en général, pour une coopération avec le Sénégal. Le défi aujourd'hui pour les exportateurs est de se formaliser pour accroître la présence de la mangue sénégalaise dans les pays du Maghreb. Nous les encourageons vivement à se formaliser, à se constituer en entreprise légale, mais également surtout à travailler ensemble afin de formaliser leur offre. Ça leur permettra d'être plus performants et d'avoir beaucoup plus de peser beaucoup plus dans le cadre des négociations. Via cette mission et via aux contacts qui ont été noués par cette mission, nous espérons une consolidation de ces résultats pour le bénéfice des exportateurs sénégalais, des importateurs marocains et aussi du consommateur marocain. Ça a été une mission extrêmement fructueuse, exécutée au profit des opérateurs qui sont dans la filière mangue, pour leur permettre de diversifier leurs exportations. Traditionnellement, c'était l'Europe, mais avec la diversification, la mission permettra de voir et de mieux pénétrer le marché marocain. La délégation sénégalaise a visité aussi le Salon international de l'agriculture du Maroc qui accueille presque 1 million de visiteurs et reçoit plus de 1000 exposants. Occasion pour les exportateurs de rencontrer de futurs partenaires. Le secteur extractif, son évolution, ses enjeux et perspectives expliquées aux citoyens. C'est dans le cadre des conférences publiques de l'ITIE. La première édition a réuni ce vendredi experts et passionnés. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives est revenue sur un secteur en pleine mutation au Sénégal. Aramdaou compte rendu. 114 milliards de contributions dans l'économie du pays, plus ou moins 2% du PIB. Et encore, ce n'est pas ce que l'ITIE appelle être riche en ressources naturelles. Le Sénégal est en train de passer d'un pays qui n'était pas considéré comme un pays riche en ressources naturelles à un pays qui va de plus en plus exploiter ses ressources naturelles. Parce qu'aujourd'hui, il faut constater que la contribution du secteur à l'économie reste encore relativement modeste, mais qu'il y a des perspectives intéressantes. Parce que dans le domaine minier, nous avons vu qu'il y a aujourd'hui des projets qui se développent, dans le domaine de l'or, dans le domaine du zircon, de l'ilménite, dans le domaine des cimenteries. Mais nous avons vu aussi qu'il y a des perspectives intéressantes avec le développement des hydrocarbures. À ce jour, plus de 360 tonnes d'or ont été découvertes au Sénégal. Avec l'exploitation du pétrole et du gaz en perspective, un écosystème favorable est primordial, ce qui motive la révision de certains codes. Le secteur minier, par exemple, introduit beaucoup d'innovations importantes, à la fois sur le plan économique et financier. L'État, par exemple, a introduit maintenant dans le code minier une redevance de 5%, là où c'était 3%. Aujourd'hui, par exemple, il y a des dispositions environnementales très avancées qui sont prises dans le code. Par exemple, désormais, les compagnies minières sont obligées de déclarer, de faire des déclarations qui sont demandées par l'ITIE. L'ITIE a choisi d'en parler en public, une démarche de transparence en conformité avec sa mission. D'abord, ces questions ne faisaient pas l'objet de débats publics. Aujourd'hui, nous venons de montrer, et les rapports ITIE le montrent, que ces questions peuvent être discutées par tous les citoyens.
Pour cette première conférence publique, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives a fait appel à 2 hommes du Sérail, le PCA de la SAR et le DG de Sabodola Gold Operation, qui ont fait face à un public fort intéressé par la gestion du secteur extractif. Retirés chez les enfants talibés de la rue d'ici le Grand Magal de Touba. C'est l'objectif de l'ONG Global Solidarity Initiative et de l'ONU Femmes qui ont organisé un panel sur les stratégies alternatives de la lutte contre la mendicité des enfants talibés au Sénégal. Compte rendu Hamidou Diop. Ce forum, initié par Global Solidarity Initiative, veut lutter contre la mendicité des enfants dans les grandes villes du pays comme Dakar et Touba. L'ONG, qui a réuni plusieurs acteurs, veut faire l'état des lieux. Ce forum se propose de réunir tous les acteurs étatiques, les partenaires, la société civile, les ONG, pour réfléchir ensemble sur les expériences passées et actuelles au fin de mieux lutter contre ce fléau national. Dans le court terme, l'objectif d'éradication de la mendicité est visé d'ici le Grand Magal de Touba. C'est une initiative qui vise à développer des stratégies et à partager aussi des expériences. Développer des stratégies dans le sens d'adopter des plans qui devraient concourir dans un délai plus ou moins court à l'éradication de la mendicité dans un premier temps à Dakar, mais aussi à Touba. Comme ils l'ont bien dit, leur premier objectif, c'est d'éradiquer la mendicité des enfants d'ici le Magal de Touba. Derrière cette initiative, selon les organisateurs, loin de combattre la religion, mais essayer de redonner à l'islam toute sa place en intégrant surtout le respect des droits de l'enfant. C'est un phénomène complexe qui demande des interventions à différents niveaux et c'est une occasion aussi, comme aujourd'hui, de se mettre ensemble pour réfléchir à des actions qui auront un impact important, parce que les actions séparées, isolées, ne vont pas arriver à un changement majeur. À l'occasion de cette rencontre, les expériences de Global Solidarity Initiative, comme la création de Wanyou Dara et l'enrôlement des enfants talibés à Touba, seront capitalisées. À la fin, une stratégie de mise à l'essai de ces expériences sera proposée. Deuxième texte. Une journée de réflexion sur les enseignements de Seydina Limamou Laye organisée en prélude à la 137e édition de l'appel du mardi. Les participants ont échangé sur le thème « L'actualité du message de Seydina Limamou Laye sur les grands défis de l'heure. Quelle place pour la bonne gouvernance et la sécurité ?» Compte rendu Kaltoum Gueye. C'est l'une des activités annonciatrices de la 137e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye. Une journée de réflexion et d'orientation. Le thème, l'actualité du message du mardi sur les grands défis de l'heure qui interpellent notre pays. Quelle place pour la bonne gouvernance et la sécurité? Ce thème porteur d'espoir détermine les préoccupations premières de notre communauté. Des sous-thèmes liés à la société, au développement, à la communication, à la bonne gouvernance, etc. seront traités avec la diligence qui caractérise nos éminents intellectuels. Le comité d'initiative donne ainsi un cachet scientifique à l'organisation. Le legs de Seydina Limamou Laye Al-Mahdi a été revisité. Dans les serments de Seydina Limamou Al-Mahdi, paix et salut, il y a une réponse à toutes ces questions. Notre objectif maintenant, c'est de rendre universel cet enseignement-là, qui permettra d'avoir des solutions sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique et religieux. Voilà en fait le prétexte. Le message du Mahdi est un message précurseur. Un message précurseur et un message toujours actuel. Parce que la problématique de l'inclusion est au centre de son message. Aujourd'hui, quand on parle de la haine, tout le monde est laïc. Ça veut dire que tout le monde est effectivement au même pied d'égalité. Ça, c'est l'inclusion par essence. Et aujourd'hui, toutes les théories de développement dans le monde sont des théories basées sur l'inclusion.
Autre élément extrêmement important, le monde est aujourd'hui un village planétaire où la dimension sécurité est une dimension extraordinaire. Il a été aussi question pour les membres du comité d'échanger sur les stratégies de communication pour vulgariser les enseignements du mardi. La cérémonie a été présidée par Mohamedou Lamine Laye, porte-parole du Khalif. Il a fait une communication sur les fondamentaux de la communauté laïenne. Constat, le cadre de vie doit être amélioré à Dakar. Les services d'hygiène en sont conscients. Ils travaillent dans ce sens pour le respect des normes d'hygiène. Pour autant, dans certaines maisons, rues ou même gargotes, les ordures et les eaux nauséabondes sont et font le décor. Hygiène et cadre de vie, c'est un reportage signé Anaïs Nyanyamane. L'hygiène fait partie du quotidien de Maguette Diagne. Malgré son âge, elle se lève tous les matins de bonne heure pour maintenir propre sa maison, sise à la rue 15 de la Médina. Chaque matin, on lave les toilettes, balaye la maison, nettoyer les chambres, laver les assiettes. Avec quoi? De l'eau, de javel. Plusieurs artères de Dakar manquent d'hygiène. Sur l'avenue Blaise Diagne, difficile de ne pas rencontrer des ordures. À cela s'ajoutent les fosses septiques d'où s'échappent des eaux nauséabondes. Cette eau avec sa mauvaise odeur envahit souvent la rue et nos maisons. Personne ne peut plus sortir, même les enfants ne peuvent plus jouer. L'eau qui provient des fosses septiques nous dérange. Parfois, on ne peut même pas travailler à cause de l'odeur et ça peut même causer des maladies. Prolongement des maisons, les restaurants. Dans ces espaces, l'hygiène n'est pas toujours au rendez-vous. On déplore l'absence de visite du service d'hygiène. Autrefois, ils venaient rendre les gens visite. Quand on disait que les services d'hygiène venaient, tout le monde se précipitait pour nettoyer parce qu'on vous donnait des amendes que vous ne pouvez pas payer. Maintenant, les gens font ce qu'ils font. Dernier mercredi de chaque mois et premier mercredi de chaque mois, une opération de coup de poing. Il y aura 2 équipes qui vont sillonner la voie publique et 2 équipes qui vont rentrer dans les domiciles, tout en dans le but de rechercher des infractions en matière d'hygiène. Les gargotes, les restaurants, on procède des visites sur le local. Le local doit être aéré, propre. La personne qui doit manipuler doit chercher une visite médicale qui atteste qu'elle est indemne de toute maladie contagieuse. Pour assurer la santé des populations et améliorer leur cadre de vie, la brigade du service d'hygiène de la Gueule-Tapée a instauré des programmes d'alerte et de riposte. Premièrement, il y a un plan préventif qu'on appelle le plan Fagaro. Ce plan Fagaro nous permet de procéder à des campagnes de sensibilisation au niveau des ménages et de procéder à des campagnes de lutte antivectorielle pour lutter contre certaines maladies transmissibles. L'autre plan, c'est ce qu'on appelle le plan Karangé. Ce plan nous permet de faire des recherches d'infractions sur la voie publique, comme le dépôt de gravats sur la voie publique, le dépôt d'ordures non conformes, les vidanges de fosses, les épaves de voitures. Ce qui fait qu'après avoir constaté des infractions, les fauteurs seront sanctionnés, comme il a été prescrit dans le code de l'hygiène. Nettoyer quotidiennement les maisons, éviter de jeter des ordures dans les rues, des normes d'hygiène à respecter pour espérer une vie saine. Voilà pour le sujet du jour dans le cadre de la série sur l'hygiène. La série se poursuit dans nos prochaines éditions. L'artisanat du Cayor est une référence et une tradition. Les ateliers sont des vanneries, des ferronneries ou encore des cordonneries. On les voit à Ngaï ou à Noukoura, mais les villages de Kanen Diop et de Kabdou n'en demeurent pas moins des localités très actives dans l'artisanat avec un passé riche de production artisanale. À la source de l'artisanat dans le Cayor, c'est le 2e numéro de Atelier et Comptoir, le grand dossier hebdomadaire de la rédaction, un document signé Issa Thioro. Cela fait plus d'un demi-siècle que ce septuagénaire bat le fer à Kanen Diop. Sa vie se confond avec la forge. Je ne connais que la forge, c'est mon identité et ma vie. Aujourd'hui, c'est son fils qui devrait prendre le relais, mais Ndiakhat a préféré s'adapter à la modernité en choisissant le métier de menuisier métallique. On est de tradition la forge
On était initiés par nos grands-pères et nos pères. Donc nous sommes forgerons à la fois et être menuiserie pour être plus moderne. Tafa est aussi un menuisier métallique. En même temps, son atelier est une forge. On faisait ici toutes sortes d'outils artisanaux, mais vu la modernité, on s'y est adapté pour devenir des menuisiers métalliques. Il y a 700 ans, expliquent les populations, Kanen Job, le village de Bada, de Ndiakhat et de Tafa était rempli de ferronneries. Aujourd'hui, il n'en reste que 3 dans cette bourgade du Cayor, créée vers 1400 autour de la foi et du travail. L'histoire du village va de pair avec l'artisanat. On ne s'est jamais séparé des cordonniers et ferronniers. Dans le Cayor existe un autre village dont l'histoire est essentiellement faite d'artisanat. C'est Kabdou. Dans ce tameau d'une centaine d'habitants, les ateliers sont vieux, de 300 ans, révèlent les populations. C'est là qu'on fabriquait les armes destinées à la résistance face aux colons. Le couteau Kabdou est aussi bien un label de l'histoire qu'une marque du présent. On n'a rien à envier aux Occidentaux. C'est nous qui fabriquons nos propres outils. Le savoir est là. Les gens se déplacent vers de grands centres comme Touba, comme Dakar, pour trouver une clientèle. Et ce qui crée forcément la fermeture de ces ateliers traditionnels-là et aussi le départ de grands artisans qui étaient basés au niveau de la localité. Mais le gros du savoir artisanal demeure avant tout une affaire du terroir, une astuce du Cayor des profondeurs, soutiennent les puristes de la zone. Dans le Cayor, de localités tirent leur épingle du travail artisanal. Il s'agit d'un Ngaï avec ses 1600 paires de chaussures produites par jour, et Ndoukoura, là où 120 femmes ont investi le marché de la vannerie en faisant travailler les artisans des vieux ateliers du Cayor. On passe juste la commande et ce sont les artisans qui font le travail. Ils ont beaucoup de qualité. Ngaï et Ndoukoura ont la chance d'être des carrefours, mais aussi des localités traversées par une route fort bien empruntée. Cette ouverture va forcément de pair avec plus de moyens selon les artisans de Ngaï et de Ndoukoura. Le défi aujourd'hui, c'est d'intégrer les marchés internationaux. Il y a les marchés italiens, américains, qui sont très porteurs. Nous avons besoin d'une tannerie moderne pour bien transformer le cuir et proposer des produits de qualité. Nous avons besoin aussi d'un village artisanal moderne. Un village artisanal. La même requête est formulée à Kabdou, la plus grande coutellerie du Cayor, l'une des principales sources de l'art, au bout des doigts. Nous avons besoin d'un village artisanal à Kabdou, un village bien équipé. Ceci pourrait faire revenir tous ceux qui étaient partis. Les jeunes pourraient y trouver leur compte, tout en sachant que peut-être ce n'est pas tout le monde qui va s'intéresser à ce métier, mais aussi sur le plan économique, ça peut refaire vivre la localité et faire revenir aussi tous ces fils de la zone qui étaient partis vers les grands centres comme Touba et Dakar. Dans l'histoire, toutes les puissances économiques ont été bâties autour du feu et de la forge. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué. L'économie est devenue un gros investissement pour de grandes productions et ça ne sera point un mauvais art s'il faut faire de Kabdou la plus grande coutellerie de l'Afrique, ou encore s'il faut transmuter Kanen Job en un véritable pôle de la métallurgie. Il suffit juste d'entretenir un feu, un seul, la modernisation de ces vieux ateliers. La rubrique atelier et comptoir revient samedi prochain.
Un vibrant hommage a été rendu à Lilian Keslo dans un documentaire réalisé par notre collègue Khadija Topouj. Le film met en lumière l'enseignante belge qui maîtrise la littérature africaine. Lilian Keslo a enseigné à l'université de Dakar. Son parcours, sa vision et ses écrits sont revisités dans le documentaire Roguier Touba. Lilian Keslo est une muse. La spécialiste de la littérature africaine fascine et inspire. Quand j'étais étudiante en lettres modernes, très souvent nos profs faisaient allusion à elle, à ses écrits et tout. Bon, elle n'était pas ma prof, je ne l'ai jamais rencontrée et tout. Mais vraiment, c'était une curiosité de la rencontrer, de la connaître et tout. Et jusqu'en 2013, j'ai eu cette occasion de la prendre en interview. Et j'ai dit, bon, cette femme-là, vraiment, c'est décidé, je vais faire un film sur elle. Vedette malgré elle, Lilian Keslo a su apprécier la créativité de la réalisatrice du documentaire. Kadipo a un jour débarqué chez moi. C'est une fille qui a beaucoup d'initiatives, hein, qui sort de sentiers battus. C'est comme ça que justement, comme je ne suis pas une vedette, elle est venue me voir. Le documentaire sur Lilian Keslo est un panorama sur la personnalité et sur la valeur de la production intellectuelle d'une enseignante généreuse et dévouée. Si elle ne nous avait pas précédés sur ce terrain de la recherche, nul doute que nous aurions eu beaucoup de difficultés à asseoir des problématiques, à conceptualiser ce qui était une base documentaire extrêmement solide. Personnellement, je peux dire que je lui dois beaucoup d'assistance en ce qui concerne mes écrits en matière de romans que j'ai produits, et elle m'a encouragé à publier un recueil d'articles de philosophie. La transmission du savoir guide Lilian Keslo, qui se donne encore du travail. Beaucoup de travail. Et pas seulement pour la littérature africaine. L'exploration des traditions est loin d'avoir été faite correctement. On s'aperçoit qu'il y a quand même une nécessité de réinterroger tout ce passé et de sélectionner ce qu'on veut garder, ce qu'on ne veut pas garder. Et la voilà, toujours prête à aller à la reconquête de la mémoire africaine. L'actualité internationale sous forme de brèves illustrées nous mène au Bénin, en RDC, en Afghanistan. Mais rendons-nous d'abord en France où le vote de la présidentielle 2017 a débuté. Chez le récit de Philomène Constance Diagne. C'est parti pour le premier tour de la présidentielle française. Le coup d'envoi a été donné par certains électeurs d'outre-mer. La métropole, quant à elle, attendra demain dimanche pour départager les 11 candidats en lice. Le scrutin a commencé dans une moitié des territoires ultramarins à 8h heure locale et midi heure de Paris. 1 heure plus tard, c'est la Guyane qui prend le train en marche, une situation due au mouvement social qui l'a paralysé depuis 1 mois et qui s'est achevé hier à la suite d'un accord de fin de conflit entre les parties prenantes. La campagne officielle s'est achevée vendredi à minuit. Au Bénin, 26 forces politiques et sociales forment désormais le Front pour le sursaut patriotique. Le FSP, un mouvement né en mars 2017, avait mené la lutte contre le projet de révision de la Constitution voulu par le président Patrice Talon. Le projet avait été rejeté en début du mois d'avril par les députés. Le Front veut continuer de combattre la gouvernance de l'actuel président. Dans son viseur, une série de lois votées par les députés. En RDC, République démocratique du Congo, après beaucoup de polémiques, l'annonce a été faite. Enfin, le corps d'Étienne Tshisekedi sera rapatrié au Congo le 12 mai prochain. L'UDPS et la famille du défunt fondateur de cette force de l'opposition l'ont confirmé aujourd'hui. La dépouille de l'ancien leader de l'opposition congolaise pourra quitter Bruxelles en destination de son pays, où il sera inhumé dans l'enceinte du siège du parti. A rappeler que Étienne Tshisekedi est décédé le 1er février dernier en région de Bruxelles à l'âge de 84 ans d'une embolie pulmonaire.
En Afghanistan, jour de deuil national décrété par le président Ashraf Ghani. C'est au lendemain de l'attaque menée contre une base militaire afghane dans le nord du pays. Un lourd bilan, 100 morts et plusieurs blessés. L'attaque qui a duré près de 5 heures est l'une des plus meurtrières perpétrées dans le pays. Les condamnations se multiplient au sein de la communauté internationale. Chez nous, l'association des cadres de la Sénélec a organisé ce matin la deuxième édition de sa randonnée pédestre. Le thème de cette année est le bien-être global, facteur de productivité et de performance. Le public a massivement participé à la manifestation. Dame Silla a été également de la partie. Le siège de la Sénélec a été le point de départ de la deuxième édition de la randonnée pédestre de l'association des cadres de la Société nationale d'électricité. Les randonneurs ont ensuite emprunté l'avenue Faidherbe, puis l'avenue Lamine Gueye. Ils ont gardé le même rythme et la même ambiance jusqu'à l'avenue William Ponty. Ici, une petite pause a été marquée avant de rallier le point de départ. La fatigue se fait certes sentir sur certains visages, mais le plaisir de participer reste intact. Il est bon, une fois par mois ou par semaine, de participer à ce genre d'activités qui permettent quand même aux gens non seulement de retrouver le bien-être, mais également de s'épanouir. Parce qu'aujourd'hui, on a retrouvé des gens qu'on avait perdus de vue depuis très longtemps et ça permet également de raffirmer les liens. Pour cette deuxième édition, l'association des cadres de la Sénélec a choisi comme thème le bien-être global, facteur de productivité et de performance. Nous nous sommes engagés dans une démarche d'amélioration continue. Nous avons défini la vision de l'entreprise. Nous avons mis en place un plan stratégique et le seul objectif, c'est de répondre aux exigences des populations. C'est de répondre davantage aux besoins des populations. Et pour cela, c'est des travailleurs qui sont en bonne santé, c'est des travailleurs qui sont en sécurité qui vont le faire. La randonnée pédestre de l'association des cadres de la Sénélec figure dans les grands rendez-vous de la Société nationale d'électricité. L'initiative est hautement saluée par les autorités. L'initiative que nous saluons et qui montre encore une fois de plus l'implication des cadres de Sénélec dans la vie de tous les jours. Et on parle souvent d'esprit sain dans un corps sain. Et vous savez que dans nos pays, les risques psychosociaux ne sont pas beaucoup pris en charge dans nos entreprises. Or, pour parapher notre DG qui parle souvent de soigner les hommes pour qu'ils puissent soigner et dompter les machines. Et l'initiative de ce matin rentre justement dans le cadre de cette assertion du directeur général. La deuxième édition de la randonnée pédestre de l'association des cadres de la Sénélec a réussi le pari de l'organisation et de la mobilisation. Personnel, abonnés, tout comme le public, ont massivement répondu à l'invitation. Voilà, ainsi se referme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur la RTS1. Fondamentale. Et nous allons sortir bientôt le code de la presse, le nouveau code de la presse, après une longue période de gestation, une longue période également de concertation. Ce projet devrait passer la semaine prochaine en principe, repasser en Conseil des ministres, parce que le projet était déjà à l'Assemblée nationale et c'était les députés, et dans leur indépendance et leur pouvoir qui avaient rejeté. Déjà, ce n'était même pas cette législature, c'est la précédente. Donc nous avions décidé de reprendre le projet, nous l'avions retiré de l'Assemblée, nous avons refait les concertations avec les acteurs de la presse, de l'audiovisuel. Aujourd'hui, je pense que le texte est mature pour repasser en Conseil des ministres et nous allons le renvoyer à l'Assemblée nationale en demandant à notre majorité de bien vouloir voter ce nouveau code de la presse. On nous parle de la dette avec tant de fanfaronnades. Mais la dette, lorsqu'elle est utilisée à bon escient, lorsqu'elle sert à investir dans l'infrastructure de production et de développement, c'est une bonne dette. C'est une dette qu'il faut encourager. Aucun pays du monde ne peut se développer sans s'endetter. Mais lorsqu'on met des milliards pour un festival de danse ou de musique,
et que les milliards s'évaporent dès que les lampions sont éteints, oui, cette dette pose problème. Nous ne nous sommes pas endettés pour le train de vie de l'État. Nous nous sommes endettés pour donner de l'eau aux populations qui ont soif partout dans le Sénégal. Nous nous sommes endettés pour mettre des routes, des pistes et des autoroutes, pour assurer une bonne fluidité de la circulation et donc éviter ces manques à gagner qui étaient chiffrés rien que pour la région de Dakar à près de 100 milliards de francs CFA. Bokk Yakaar, qui est la coalition la plus solide et celle qui a eu la plus grande longévité dans l'histoire politique de notre pays et qui a encore de grandes perspectives devant elle, notamment et entre autres la matérialisation du plan Sénégal émergent au service exclusif des intérêts des populations. Les dossiers judiciaires brandis par l'opposition pour s'attaquer au président de la République et au gouvernement doivent être appréhendés sous un double angle. D'une part, le respect du principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le judiciaire. Quelques exemples suffisent à montrer que l'indépendance de la magistrature au Sénégal n'est pas une chimère. Très souvent, le gouvernement lui-même fait des recours jusqu'à la Cour suprême pour faire d'abord des appels contre des décisions en première instance. Parfois même, l'État perd en appel et est obligé d'aller jusqu'à la cassation. Alors, donc, il est facile, lorsque on se situe dans une mauvaise passe, d'accuser le président de la République ou le gouvernement de faire de l'ingérence dans le fonctionnement de la justice. Je dois vous informer que depuis plus de 25 ans, toutes les réformes qui concernaient l'indépendance de la magistrature, l'amélioration des conditions de travail et de vie des magistrats depuis 25 ans n'a pas connu d'évolution. C'est avec nous que l'ensemble des textes qui organisent le Conseil supérieur de la magistrature, qui organisent le statut des magistrats, le statut de la Cour suprême, la loi organique sur la Cour suprême, la loi organique également sur la Cour des comptes, autant de dossiers qui ont pu être débloqués, donnant aujourd'hui à la magistrature une plus grande liberté, surtout en ce qui concerne la matière disciplinaire où l'exécutif, même si le président est le président du Conseil supérieur de la magistrature, et que le garde des Sceaux en assure la vice-présidence, ces deux autorités ne participent nullement dans les processus internes et d'évaluation positive et de sanction des magistrats. Ça, c'est irréfutable. J'avais dit qu'il fallait appréhender ces questions sous le double angle du respect du principe de la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le judiciaire, et aussi, deuxième aspect, le devoir de réserve sur des dossiers judiciaires en cours d'instruction. Car seuls les juges ont compétence à dire qui est coupable, qui ne l'est pas. Il n'appartient ni au président de la République, ni au gouvernement, ni à l'opposition, ni à qui que ce soit, dans une République, de décider de la culpabilité ou non d'un citoyen dans quelque dossier que ce soit. La coalition Benno Bokk Yakaar va présenter une liste unique donc aux prochaines élections législatives et aucune autre liste parallèle ne sera tolérée. L'annonce est du président Macky Sall, qui estime par ailleurs que la démocratie au Sénégal se porte bien et annonce que le nouveau code de la presse sera soumis au vote des députés dans les tout prochains jours. Le président Macky Sall, président de la coalition Benno Bokk Yakaar, s'est également prononcé sur l'état de la dette au Sénégal. Nous le retrouvons au micro de Pape Biram Ndiaye.
Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Industrie pharmaceutique, le groupe tunisien de fabrication de médicaments Médis s'implante au Sénégal. Il est surtout spécialisé dans la production de génériques et offre un catalogue étoffé. En matière d'hygiène, Dakar peut mieux faire dans plusieurs maisons et rues. Le cadre de vie n'est pas des meilleurs du fait des ordures ça et là. La série consacrée à la question pose le problème dans ce journal. Dans cette édition également, immersion au cœur des fabriques artisanales du Cayor, des ateliers de vannerie, de ferronnerie ou encore de cordonnerie. De Canen Job et Kabdou nous étalent tout leur savoir-faire tiré du riche passé de production artisanale de ces localités. C'est le sujet de la rubrique Atelier et comptoir. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Rencontre des leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar. Cet après-midi, le président Macky Sall a saisi cette occasion pour saluer les performances économiques réalisées par notre pays en 5 ans et confirmées par la Banque mondiale, le FMI et les agences de notation internationale. Le président de la coalition Benno Bokk Yakaar précise par ailleurs qu'il n'y a pas d'ingérence de l'État dans le fonctionnement de la justice. Nous écoutons le président Macky Sall au micro de Pape Biram Biguendiaï. Cet après-midi, nous devrions pouvoir rassurer, conforter l'image de Benno, discipline qu'exige le moment, la nécessité de s'oublier un peu au profit du collectif. Partager la stratégie électorale envisagée tant pour le scrutin majoritaire que pour le scrutin proportionnel autour d'une liste commune, ne tolérant aucune liste parallèle issue de nos rangs. Je pense que cela doit être dit avec force. Autant pour les locales, nous avions pris la décision de laisser les gens, s'ils n'étaient pas d'accord, chacun de présenter sa liste, puisque les enjeux étaient locaux. Il ne faut pas confondre donc les enjeux d'une élection législative aux enjeux d'une élection locale. Ça n'a rien à voir. Donc, autant on a laissé faire, même au sein des partis, la diversité, la pluralité des listes, autant ici, il s'agira de tout mettre en œuvre pour avoir une seule et même liste Benno Bokk Yakaar. C'est extrêmement important. Vous avez constaté que l'opposition évite le débat sur le bilan. Il nous parle de dictature. Au Sénégal, il y aurait une dictature. Il nous parle de menaces sur la démocratie. Et pourtant, on ne verra jamais un seul détenu d'opinion dans ce pays. Ça n'existe pas depuis que nous sommes au pouvoir. Pas un journaliste n'a été arrêté, mis en prison pour un article de presse ou un délit d'opinion. Et pourtant, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de violation sur les règles de déontologie. Mais c'est notre